Alors, par rapport aux propriétés chimiques, cette fois des alcènes, elles vont par contre beaucoup varier en fonction par rapport à ce que les alcanes faisaient. Donc les propriétés physiques, on avait vu qu'en gros, comme il n'y avait que deux hydrogènes qui différaient entre un alcane et un alcène correspondant, les propriétés physiques étaient plus ou moins semblables. Les propriétés du coup chimiques vont être par contre, elles, très différentes. Pourquoi? Eh bien justement, à cause de ces fameux électrons pi entre les deux carbones. Donc on avait déjà dit que cette liaison pi, ces deux électrons étaient instables et que cette liaison était fragile, donc ça veut dire qu'il va falloir pas beaucoup d'énergie pour que ces électrons puissent réagir et faire quelque chose. En effet, cette double liaison présente ce qu'on appelle une structure de résonance. Alors une structure de résonance, c'est quoi? Eh bien en fait, les électrons pi, ils vont être mobiles. Donc ça, c'est les électrons sigma. Ça, c'est les électrons pi. Et ces électrons pi, ils vont pouvoir être mobiles entre le carbone de droite et le carbone de gauche. Ça veut dire que quand ils sont placés sur le carbone qui est à gauche, on va avoir un carbone qui est négatif et un carbone à droite qui est positif, qui perd des électrons. Donc si vous regardez, en fait ce carbone-là à gauche fait l'octet, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Par contre, le carbone de droite, il a ce qu'on appelle un déficit d'électrons. S'il a un déficit d'électrons, ça veut dire que ce déficit, il va chercher à le combler en réagissant avec quelque chose. Et cette structure, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une résonance? Parce qu'elle résonne en fait entre cette forme-là et l'autre forme où on a un carbone, où celui-ci est positif et celui-là est moins. Donc le doublet électronique est en réalité placé sur le carbone de droite, et donc ici, cette fois, c'est le carbone de gauche qui a un déficit d'électrons. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on écrit cette molécule comme ça, c'est pas réellement vrai. Globalement, la moyenne veut que ces deux carbones font leurs 4 liaisons en permanence, mais en réalité, comme les électrons pi se déplacent entre le carbone de droite et le carbone de gauche, eh bien, à aucun moment, les deux carbones font l'octet en même temps. Et donc, c'est ça qui va créer de l'instabilité pour cette molécule et qui va faire que ces molécules vont avoir tendance à réagir facilement par rapport aux alcanes, où dans un alcane, on avait un carbone qui faisait 4 liaisons avec 4 voisins différents, et là, il n'y a rien qui bouge, donc le carbone fait l'octet, il n'y a aucune raison que le carbone réagisse ou que l'hydrogène réagisse, et donc les molécules d'alcane étaient très stables. Donc si vous devez retenir quelque chose, c'est que les alcanes, chimiquement, ils étaient parfaitement stables, alors que les alcènes, ils vont avoir tendance à être instables et très réactifs. Et c'est sur cette propriété-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont très réactifs? À cause de la structure de résonance. Et c'est basé là-dessus qu'on va introduire les polymères. Alors les polymères, vous avez dû en entendre parler, enfin d'office vous avez déjà entendu ce mot. Vous en avez vu en bio parce que l'ADN est un polymère du nucléotide, parce que l'ARN est un polymère du nucléotide, parce que les protéines sont des polymères d'acides aminés. Donc vous savez, d'office, vous en avez entendu parler. Alors un polymère, c'est quoi? Eh bien c'est un monomère pris un certain nombre de fois. Donc ça veut dire qu'on va prendre un nombre n de fois un monomère. Qu'est-ce que vous remarquez ici, pour faire le lien avec mes alcènes? Le monomère, en général, c'est toujours un alcène. Et ce monomère, on va s'arranger pour les mettre côte à côte, les uns à côté des autres. Et quelle est la différence entre avant et après? Eh bien, entre les deux, il y a eu ouverture de la double liaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette liaison-ci, là,
elle se retrouve ouverte à droite et à gauche. Alors vous allez voir qu'en fonction des mécanismes, c'est pas exactement ça, c'est pas exactement juste ouvert à droite à gauche, mais c'est le principe de base. Alors, il y a des polymères qui sont différents. Donc on a des polymères à eau, des hauts polymères et des bas polymères, pardon. Les hauts polymères peuvent avoir donc jusqu'à 1 million donc de N, et c'est ce qu'on appelle des macromolécules. Au niveau pratique, les polymères, on les utilise en général pour faire des objets de la vie de tous les jours. Alors votre châssis en PVC sont des polymères, la plupart de vos vêtements, donc vous avez des vêtements en polyester, c'est des polymères. Le plastique de vos brosses à dents, les emballages de vos gobelets de vos briques de lait, tout ça, c'est des polymères. Alors, pour pouvoir faire un polymère, on va donc devoir faire réagir des monomères ensemble et faire qu'ils puissent se mettre ensemble. Alors, il y a 3 types de polymérisation. On a de la polymérisation radicalaire. Alors, une polymérisation radicalaire, c'est une polymérisation qui est faite avec des radicaux. Des radicaux, c'est quoi? C'est des molécules qui sont issues en général de molécules covalentes polarisées. Donc, c'est des R avec un petit point, ce petit point étant un électron. Donc, ça vient en général de molécules qui sont des covalentes pures. Donc, on va casser une molécule de Cl2 par exemple. On la casse comment? On la casse soit avec des UV, soit avec des rayons X. Et si on casse la molécule de Cl, donc vous savez que la molécule de Cl2 elle ressemble à ça. Si je la casse, comme les deux atomes ont la même force électronégative, chacun va repartir avec son petit électron qu'il avait mis en commun dans sa liaison à la base. Et ça va créer ces deux radicaux. Alors la caractéristique des radicaux, donc les radicaux c'est très dangereux, c'est des molécules qui sont cancérigènes parce que une molécule radicalaire, donc avec ce petit point, qui est caractérisé par ce petit point qui représente l'électron célibataire qui a envie de se combiner à quelque chose, et bien c'est très instable et ça va avoir tendance à réagir avec n'importe quoi qu'il rencontre pour pouvoir se stabiliser. Et si le n'importe quoi qu'il rencontre, c'est vous, votre peau, votre foie, votre estomac, enfin, quoi que ce soit dans votre corps, eh bien ça va pouvoir détériorer vos cellules et potentiellement créer une cellule qui va muter et qui va se retrouver à développer un cancer, par exemple. C'est un raccourci, enfin c'est simplifié, mais donc c'est comme ça qu'agissent les radicaux. Les radicaux vont créer des défaillances dans l'organisme en se stabilisant eux-mêmes. Les rayons UV du soleil, par exemple, en tapant sur votre peau, vont pouvoir créer à l'intérieur de votre peau, casser les cellules, les détruire. Donc si vous regardez ici, je détruis du Cl2 avec des UV, donc les mêmes UV qui viennent du soleil, par exemple. Et donc, si vous vous exposez trop aux UV du soleil, eh bien, ils risquent de casser certaines cellules à la surface de votre peau, certaines molécules qui vont se transformer en radicaux et qui pourraient du coup propager cette radicalité dans votre organisme et créer un cancer. Alors, une réaction de polymérisation a toujours lieu en 3 étapes. Premièrement, donc l'initiation, qui est la fabrication du radical. Deuxièmement, une réaction de polymérisation qui va s'appeler propagation. Propagation, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on va enclencher la réaction de polymérisation. Donc, j'ai un radical qui va réagir avec un des monomères. Alors ici, pour plus de facilité, on va faire ça avec de l'éthène. Alors, le radical va rencontrer une molécule d'éthène. Il va attaquer cette molécule d'éthène, et pour pouvoir attaquer cet éthène, il va récupérer un électron de la double liaison. Donc il va prendre un électron pi pour pouvoir faire une liaison avec le CH2. Du coup, le deuxième CH2, lui, il va devenir lui-même radicalaire parce que l'électron que le R a pris pour faire sa liaison, il n'en a eu besoin que de 1, et que donc il reste un électron radicalaire au CH2. Ce RCH2CH2 va pouvoir faire la même chose avec un autre monomère qui est dans le milieu. Donc,
ce petit point va aller prendre l'électron de la double liaison, donc un des électrons pi pour faire une liaison. Et donc on va se retrouver avec un R, CH2, 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 qui se retrouve lui-même radicalaire et qui va pouvoir faire la suite, et ainsi de suite, la chaîne de polymères s'allonge. Elle s'allonge plus ou moins longtemps en fonction de ce qui se passe dans le milieu. Comment est-ce que les chaînes se terminent? Eh bien par la rencontre entre deux petits R. Donc ça veut dire que cette chaîne qui a été lancée va devoir rencontrer soit un R tout seul qui serait dans le milieu, soit une chaîne comme ici, dont le petit point va se relier à celui-là pour faire une simple liaison, et donc vous avez ce qu'on appelle un procédé de terminaison. Deux chaînes se rencontrent et vous avez un polymère qui est plus ou moins long. Ça veut dire que dans la polymérisation radicalaire, on n'a pas de contrôle de la longueur de la chaîne. Pas complètement. Pourquoi? Parce que si une chaîne, là par exemple, si cette chaîne-là que j'ai lancée, rencontre un R au hasard dans le milieu, elle va s'arrêter, donc vous allez avoir un polymère qui est composé de chaînes de plusieurs longueurs. Ça, c'est le premier type de polymérisation. Le deuxième type de polymérisation, c'est une polymérisation cationique. Dans cationique, on entend cation, donc c'est une polymérisation avec un ion positif. Alors la première étape, c'est toujours pareil, on a une initiation, une propagation et une terminaison. La première étape, c'est l'initiation, donc on va créer un cation. Parallèlement, on crée aussi forcément des anions. Alors les cations et les anions, on peut les séparer physiquement et les mettre dans deux pots différents avec des méthodes de chromatographie par exemple, donc des méthodes qui vont permettre de filtrer les plus et de garder les plus d'un côté et les moins de l'autre. Donc on va lancer cette polymérisation cationique avec le cation. Donc on sépare les plus et les moins et on va lancer cette polymérisation avec l'atome qui est positif, qui va s'attaquer au CH2, et pour pouvoir comprendre ça, il faut revenir à ma situation de structure de résonance dont je vous ai parlé au début, qui est que le carbone qui a un moins en trop ici, et le carbone qui a des électrons en trop peu là, va venir chercher l'ion qui est positif. Donc j'ai les électrons pi qui sont instables, qui vont, s'ils voient un atome positif, eh bien, ils vont aller chercher cet atome et créer un C qui se retrouve à être lui-même positif, vu qu'il lui manque des électrons, qui va pouvoir faire la même chose avec un autre CH2. Les électrons pi vont aller se lier à ça, donc on se retrouve avec une chaîne qui a un H, un CH2, non un X pardon, un CH2 qui est lié à un CH2 ici, qui est lié à un autre CH2 qui se retrouve en déficit d'électrons et ainsi de suite. Ça fait une chaîne. La chaîne va s'arrêter comment? Eh bien pour pouvoir fermer cet atome ici au bout qui est positif, il va falloir fournir un ion qui est négatif. Mais ça tombe bien parce que dans le procédé d'initiation, on avait des ions qui étaient négatifs. Ça veut dire que par contre ici, on a un contrôle de la longueur. Quand vous voulez que ça arrête de polymériser, eh bien, vous prenez votre petit pot de Y-, vous le mettez avec, et le Y- va faire quoi? Eh bien, lui, il a des électrons, il va se fixer là-dessus, et il ferme votre polymère, qui est plus ou moins long, avec un X et un Y devant. La polymérisation anionique, c'est la même chose, sauf que on va le faire avec un anion. Donc, c'est le Y-, et le Y- fait quoi? Eh bien, il va s'attaquer au C qui est plus, parce que à l'instant où cette réaction a lieu, le doublet électronique qui est ici est placé sur le carbone de droite. Donc, j'ai un Y- qui va venir s'accrocher au C,
Et donc j'ai une molécule qui ressemble à un Y qui est lié à un CH2, qui est lié à un CH2 qui est négatif. Ce négatif peut s'attaquer à un CH2 au moment où la double liaison est déplacée sur celui-là. Parce que si la double liaison est déplacée à droite, ça veut dire que celui-ci a un déficit d'électrons et lui va pouvoir y aller, et ainsi de suite. La chaîne se rallonge, se rallonge, se rallonge, jusqu'à ce que vous placiez les petits X+, de façon à terminer votre chaîne. Alors attention, s'il y a plusieurs méthodes de polymérisation, c'est qu'elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Et notamment, donc elles n'ont pas tous les mêmes avantages, notamment la radicalaire, vous ne pouvez pas prédire la longueur, alors que dans l'anionique et la cationique, oui. Mais pour l'anionique, celle-ci n'est possible, c'est la remarque qui est placée juste là en dessous, que si on a des groupements ici, donc X, qui vont attirer les électrons. Donc ça veut dire il faut que X soit très électronégatif. Pourquoi? Parce que le problème c'est qu'un Y-, c'est chargé négativement. Et que pour que des électrons réussissent à se glisser sur un carbone qui serait plus, parce que ma double liaison serait en structure de résonance à droite, il faut que la densité électronique autour des carbones soit dégagée et que donc les électrons se trouvent principalement autour des X plutôt que autour des carbones. Donc, imaginons que je vous dise qu'on a du CH2 et du CCl2. Il manque un C dans cette histoire. CCl2. Si je vous demande, tiens, lequel des deux va plus facilement être polymérisable avec une polymérisation anionique, la réponse va être celui-ci, parce que les Cl sont très électronégatifs, plus électronégatifs que les H, donc ils vont attirer les électrons, et s'ils attirent les électrons, en gros, ils ouvrent un chemin pour que le Y- puisse se faufiler jusqu'au C+. Voilà, donc ça, c'est pour les méthodes de polymérisation. Alors maintenant, on va rapidement passer en revue les polymères que vous connaissez. Alors on a le polyéthylène, donc qui se note PE, qui est un polymère donc de monomère éthène, donc le CH2CH2. On a des polymères à basse densité pour faire les sacs plastiques, le film alimentaire, les sacs poubelles, tout ça, tout ce qui est souple, les emballages de dentifrice par exemple, les planches à voile, les câbles électriques. Tout ça, c'est du polymère à basse densité, donc ça veut dire avec des chaînes qui sont courtes. Et on a du polymère à haute densité, donc c'est du PE, H2, HD, H haute, D densité, qui eux vont être beaucoup plus rigides. Donc ça va faire les plastiques durs des bidons d'eau de Javel par exemple, ou des bidons de produits ménagers, le plastique dur des brosses à dents. Tout ça, c'est du polyéthylène, mais qui est à haute densité. Les emballages alimentaires, même chose. Donc, en général, on les compose de plusieurs couches, dont des couches de polyéthylène. Donc ça, c'est les briques de lait, par exemple, qui vont être imbriquées avec des couches de choses qui vont, par exemple, isoler, donc isoler de l'air, isoler de la chaleur, de façon à ce que les aliments ne pourrissent pas, par exemple, dans le contenant. Alors, deuxième type de polymère, le PVC. Alors le PVC, vous le connaissez tous parce que vous avez sûrement tous des châssis quelque part chez vous ou chez des amis qui sont en PVC. Donc le PVC, c'est les châssis en PVC, les tuyaux d'évacuation des toilettes ou de la plomberie de façon générale. Alors ce PVC, c'est du polychlorure de vinyle. Donc c'est pas du CH2CH2, c'est une molécule sur laquelle vous avez polychlorure, donc c'est du Cl, et donc vous avez
donc un monomère qui porte des chlores. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre des chlores sur des molécules d'alcène? En fait, c'est d'autres réactions chimiques dont on n'a pas vu les mécanismes ici, mais on pourrait le voir à la limite, mais c'est pas indispensable. Donc en fait, le polychlorure de vinyle, c'est un CH2, enfin ça c'est pas le poly du coup, c'est du chlorure de vinyle, donc c'est du CH2 qui est lié à un CH et un Cl. Donc en gros, ça donne un C qui a deux H et qui est lié à un H et un Cl, et vous prenez ça plusieurs fois et vous obtenez du coup du PVC. Alors le polystyrène c'est la mousse expansée qu'on met pour isoler les châssis, et on a en gros ça, c'est un cycle qui est un benzène, et ça c'est la double liaison qui va s'ouvrir pour pouvoir permettre de prendre ce monomère plusieurs fois. Donc ça vous donne un échantillon plus ou moins important de ce qui peut exister. Vous avez une autre page donc avec des exemples, et alors cette page-ci qui est intéressante, qui est en gros les codes de recyclage, parce que quand vous recyclez quelque chose, vous ne pouvez pas recycler tous les polymères en même temps, ensemble et au même endroit, forcément, étant donné qu'ils ne sont pas composés de la même chose, donc si vous les remélangez, ça perd l'intérêt du recyclage. Donc vous avez des codes, donc le triangle avec les 3 flèches, ça veut dire que c'est recyclable, et le code à l'intérieur de couleur vous ramène à chaque fois vers un polymère, et vous permet du coup de savoir, enfin à ceux qui font du recyclage, du coup à savoir ce que vous devez recycler avec quoi. Alors, il y a plusieurs façons de recycler le plastique. Il manque un D d'ailleurs là du coup. Premièrement, c'est un recyclage de matière, c'est-à-dire qu'on prend un objet, des bouteilles d'eau ou des canettes de coca, et on les transforme en un autre objet. Donc ça, c'est du recyclage matière. On prend une matière, donc on prend des briques, on casse le Lego et on refait un autre Lego. On a un recyclage qui est chimique, qui est un objet qui est retransformé en monomère, donc on le casse, les petites briques, et on va le réutiliser ce monomère pour faire autre chose, mais pas directement un objet. Donc, soit on le retransforme en petites briques pour faire autre chose, soit on le transforme en combustible ou en gaz. Donc ça dépend de la substance d'origine. Donc on peut très bien, voilà, il y a un tas de choses qu'on peut recycler et qui sont des combustibles et qu'on va du coup brûler pour récupérer de l'énergie. Et le dernier, c'est un recyclage qui est énergétique, qui est directement, ça c'est on ne le casse pas pour le récupérer comme combustible et réutiliser ça comme un combustible, on brûle directement le plastique et on récupère l'énergie qui est libérée par cette combustion. Donc la différence entre le recyclage chimique et le recyclage, donc en passant par le combustible ou le gaz, et le recyclage plastique, c'est que dans le recyclage chimique, on fabrique une molécule, donc on casse le plastique en des molécules qu'on va pouvoir brûler après. Tandis que le recyclage ici énergétique, c'est on prend les Legos, on va dire, et on le met directement dans l'incinérateur, ça va brûler et on va récupérer l'énergie de ça. Alors on met pas tout dans l'incinérateur parce que forcément si c'est des produits qui contiennent des toxines, les toxines se retrouvent dans l'air, mais c'était pour vous illustrer et que vous compreniez.